avec l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'information dont voici les titres. La roue du changement continue de tourner au Burkina Faso. Le président de la transition a prêté serment ce mardi, mettant ainsi un terme à l'intérim du lieutenant-colonel Isaac Zida. En RDC, Human Rights Watch dénonce dans un rapport des exactions policières. Elles ont été recensées au cours de l'opération Likofi en 2013 à Kinshasa. Et Mardi Sport ce soir consacré au dernier match des éliminatoires de la CAN 2015. Les détails en fin d'édition avec Yacouba Dansoko. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Et nous ouvrons cette édition sur le Burkina Faso. Le tout nouveau président de la transition a officiellement pris fonction ce mardi. Michel Kafando a prêté serment devant le Conseil constitutionnel. Le pays sort ainsi de la situation d'exception suite au soulèvement populaire qui a renversé Blaise Compaoré après près de 27 ans de règne sans partage. Abdoulaye Bari, Alpha Oumar Doussa pour les détails. Au Burkina, c'est la course contre la montre pour le retour à la normalité après la révolution. Nommé hier seulement par le collège de désignation, le tout nouveau président de la transition prête serment devant le Conseil constitutionnel. Michel Kafando prend ainsi officiellement fonction pour conduire les destinées du Burkina jusqu'aux prochaines échéances électorales qui doteront le pays d'un président démocratiquement élu. Désigné dans un contexte de crise politique, le nouveau chef d'État est conscient de l'immensité des défis qui l'attendent. Il dit être conscient que le pouvoir qu'il détient appartient au peuple et de ce fait son exercice ne doit souffrir d'aucun abus et d'aucun excès. Je voudrais vous dire que je reçois cette charge avec beaucoup d'honneur, mais aussi avec beaucoup d'humilité. L'humilité de quelqu'un qui n'est là que pour une période transitoire. L'humilité de quelqu'un qui est conscient que le pouvoir qu'il détient appartient au peuple. Le nom du Premier ministre est attendu demain, un poste que pourrait occuper le lieutenant-colonel Isaac Zida, selon plusieurs sources concordantes. Dans la semaine, Michel Kafando procédera à la mise en place des autres organes de la transition, notamment le Conseil national de transition qui fait office de parlement et la commission chargée des réformes politiques et institutionnelles. L'investiture du président du Faso est prévue pour ce vendredi. Plusieurs chefs d'État de la sous-région sont attendus, entre autres Macky Sall du Sénégal, John Dramani du Ghana et le Nigérien Issoufou Mahamadou. Lutte contre l'épidémie d'Ebola au Mali. Nous revenons sur cette visite à Kourémalé du président Ibrahim Boubacar Keïta. Il était allé inspecter le dispositif mis en place par le gouvernement dans cette localité située à la frontière guinéenne. Un dispositif qui entre dans le cadre de la riposte contre Ebola. Daouda Kamate, Ramassissé. Désormais, le Mali entre en guerre contre la maladie de fièvre à virus et Ebola. Ainsi, c'est par un ton martial que le président s'est adressé à travers les populations de Kourémalé, celles du pays tout entier. En venant au poste frontière entre le Mali et la Guinée, situé à une centaine de kilomètres de la ville de Bamako, le chef suprême de l'armée a voulu s'enquérir du dispositif sanitaire renforcé par les agents de santé pour contenir tout cas de malade de fièvre à virus Ebola et écarter éventuellement tout cas suspect. Cela dans le souci de bouter hors du territoire et vaincre la maladie de façon efficace. Guerre contre la fièvre à virus Ebola. Et comme toute guerre, elle concerne tous les segments de la vie. Vous avez ici beaucoup de départements ministériels, ce n'est pas un hasard. C'est une question de défense nationale. La défense nationale concerne tout le monde. Et moi, au premier chef, commandant suprême des forces armées du Mali,
Ce n'est pas un terme en l'air. Je le pense, je le vis. Et tout le monde ensuite est engagé à tenir son rôle et sa place dans ce combat. Aujourd'hui, le dispositif est très impressionnant. On constate 3 postes de contrôle juste apposés à la frontière avant de franchir une dizaine de kilomètres du territoire malien. Mieux, toutes les structures sanitaires de la localité ont été renforcées, même si les équipements effectifs restent encore insuffisants, et un centre d'isolement a été érigé pour gérer tout cas suspect. Pour dire que le gouvernement est à pied d'œuvre pour rassurer les populations, car à ce jour, le bilan des cas reste inchangé et la vigilance et la rigueur sont les maîtres mots. Mon département est appuyé par le gouvernement tout entier sur instruction ferme du chef de l'État pour circonscrire et étouffer l'épidémie. Si le président Ibrahim Boubacar Keïta a donné des assurances quant aux médecins actuellement en traitement dont son état est stable, il a par ailleurs invité les populations à observer scrupuleusement les mesures préventives et martelé qu'aucun manquement ne sera toléré pour les agents en charge de faire respecter le dispositif aux différentes frontières. Nous ne tolérons aucune espèce de manque de rigueur. Manque de rigueur, il y a eu. Et ce manque de rigueur sera connu. Les voies de droit y répondront. Les voies de droit y répondront. Les voies de droit y répondront. Satisfait de cette visite, le maire de la localité a remercié le chef de l'État pour son leadership dans la lutte contre cette maladie, quand on sait que la population de cette zone, forte de plus de 9000 habitants, est la plus exposée à cause de sa proximité avec la Guinée voisine, dont le pays vit une vraie épidémie en ce moment. Mali toujours, la Banque malienne de solidarité a signé ce mardi avec la Banque africaine de développement un accord de ligne de crédit de plusieurs milliards de francs CFA. Pour une durée de 8 ans, cette somme vise à réduire la pauvreté et à faire la promotion d'emplois. Dia Kadidia Tangara, Malik Mbaye. Après la BIDC, la BEAD et la BADEA, la Banque malienne de solidarité BMS a signé cet après-midi avec la Banque africaine de développement BAD un accord de ligne de crédit de 5,5 millions d'euros, soit 3,6 milliards de francs CFA, relatif au financement des PME-PMI et refinancement des institutions de microfinance. Le groupe de la Banque africaine de développement fait confiance à la Banque malienne de solidarité pour plusieurs raisons. La signature de cet accord de prêt confirme l'engagement de la banque à appuyer les efforts du gouvernement en vue d'une reprise de la croissance économique et d'une accélération de la réduction de la pauvreté. Cette ligne sera décaissée en 2 tranches. Elle est destinée à financer les projets éligibles identifiés comme tels par vous-même, la BMS-SA, et permettra au gouvernement d'appuyer le secteur bancaire et d'améliorer considérablement les interventions en faveur des PME-PMI, du secteur privé et des institutions de microfinance maliennes. En 12 ans d'existence, la Banque malienne de solidarité BMS a connu une croissance régulière de ses principaux indicateurs de gestion avec une progression moyenne annuelle d'environ 30%. Cette ligne de crédit d'un montant de 5 500 000 euros, soit 3 600 millions de francs CFA, d'une durée de 8 ans, avec 2 ans de différé, est destinée principalement au financement des institutions de microfinance et des petites et moyennes entreprises. Elle vise la réduction de la pauvreté et la promotion de l'emploi, notamment par le développement des PME-PMI et les systèmes financiers décentralisés opérant dans toutes les filières. Elle est parfaitement adaptée au contexte actuel de relance de notre économie après les années de crise que nous avons connues. Le ministre de l'économie et des finances, Mme Boiré Félicie-Soko, s'est dit heureuse de parrainer cette cérémonie. Mon rôle aussi en tant que ministère de tutelle des banques, c'est de vous donner l'assurance. Je sais que compte tenu de l'expertise dont la banque dispose déjà et vraiment de l'engagement de son PDG et de l'ensemble de ses collaborateurs immédiats, ces ressources seront utilisées comme convenu et je crois que le reporting ne fera pas défaut. Nous-mêmes, nous mettrons un point d'honneur à être vigilants là-dessus parce que c'est ce qui pourra encourager d'autres bailleurs à venir appuyer avec d'autres lignes de crédit. À savoir que cette signature est l'aboutissement d'un long processus qui a démarré depuis 2009.
En RDC, le gouvernement avait lancé en 2013 à Kinshasa l'opération Likofi, une opération anti-banditisme qui avait fait plusieurs victimes, parfois même par injustice. Et aujourd'hui, l'association américaine Human Rights Watch dénonce dans un rapport des exactions policières de cette opération. Kinshasa, novembre 2013. La police parade dans un des quartiers de la capitale congolaise. C'est le début de l'opération Likofi, coup de poing en lingala. Cette opération Likofi, c'est une opération populaire. Une opération anti-banditisme lancée par les autorités. Objectif, arrêter les membres des bandes organisées, les Kuluna, qui terrorisent la population. Et pour montrer l'efficacité des forces de l'ordre, on exhibe d'ores et déjà les suspects. Bilan de l'opération, plus de 80 victimes, environ 30 morts et une cinquantaine de disparus, dénonce un rapport de l'ONG américaine Human Rights Watch. Ils sont allés de quartier en quartier à la recherche de personnes suspectées d'appartenir aux Kuluna, souvent sans avoir enquêté. Des gens qui n'avaient rien à voir avec les gangs ont été ciblés. Des corps abandonnés dans la rue pour intimider la population. Le pouvoir congolais, déjà dans le viseur de l'ONU le mois dernier, un premier rapport avait dénoncé l'opération Likofi. Mécontentes, les autorités avaient expulsé le responsable local du bureau de l'ONU pour les droits de l'homme. Kinshasa prétend depuis avoir condamné une trentaine de policiers responsables de ces exactions. À présent, la suite de l'actualité en bref et en images rassemblées, commentées pour vous ce soir par Daouda Kamaté. Les autorités égyptiennes vont élargir la zone tampon mise en place juste après un double attentat fin octobre revendiqué par les djihadistes de Ansar Bet al-Makid. L'armée entend ainsi empêcher l'acheminement d'armes en provenance de Gaza qui transitent par les nombreux tunnels. Toujours en Égypte, 5 étudiants ont été déférés devant la justice militaire par la cour d'assises du Caire. Ils sont accusés de violence et de sabotage de biens publics à l'université d'Al-Azhar lors d'une manifestation de partisans du président destitué Mohamed Morsi. Le virus de la poliomyélite a touché une petite fille à Madagascar dans un petit village de la région d'Ananalava au nord du pays. C'est le premier cas recensé depuis 2011. L'Organisation mondiale de la santé s'est fixée comme objectif d'éradiquer le virus en lançant de grandes campagnes de vaccination. En 25 ans, le nombre de cas a chuté de 99%, mais il faut rester vigilant pour éviter la résurgence du virus. L'otage français Serge Lazarevitch est en vie. Il est apparu dans une nouvelle vidéo diffusée par Acme et tournée au mois de septembre. La vidéo a été authentifiée par l'Élysée qui confirme ainsi une preuve de vie de l'otage. Toutefois, Serge Lazarevitch apparaît dans cette vidéo en très mauvais état de santé. Elle espère le revoir pour Noël. Diane Lazarevitch a découvert la vidéo montrant son père toujours en vie, mais en très mauvaise santé. J'ai été très choquée de le voir. Ça a été très éprouvant de le voir comme ça, très amaigri, affaibli. Effectivement, il dit qu'il est malade. La seule chose qui peut m'inquiéter, c'est il parle de ses reins. La dernière preuve de vie de Serge Lazarevitch, 50 ans, remontée à juin dernier. Dans cette vidéo authentifiée par l'Élysée, dont on ignore la date exacte d'enregistrement et diffusée sur Internet par le groupe islamiste Al-Qaïda au Maghreb islamique, on y voit l'otage français, la barbe longue et un bonnet noir, et cet homme, un néerlandais, Saj Richke, enlevé lui aussi il y a 3 ans au Mali. Il parle d'un enregistrement réalisé le 26 septembre. Les deux hommes affirment que leur vie est en danger et demandent à leur gouvernement de tout faire pour les libérer. Diane Lazarevitch doit être reçue dans les prochains jours à l'Élysée. Elle demande au président de la République François Hollande de mettre les bouchées doubles pour obtenir la libération de son père le plus vite possible. Serge Lazarevitch est le dernier otage français détenu dans le monde. En Colombie, le processus de paix est en crise. Le gouvernement vient de suspendre les négociations avec la guérilla marxiste et pour cause, les FARC viennent de revendiquer l'enlèvement d'un général colombien.
C'est près de la capitale du Chocó, une province au nord-ouest du pays gangrénée par le trafic de drogue et la présence de plusieurs groupes armés, que le général Ruben Alzate, que l'on voit ici sur ces images, a été enlevé. Il était accompagné d'un autre militaire et d'une conseillère de l'armée. C'est la première fois que la guérilla marxiste capture un militaire de ce grade. Pas question pour le gouvernement colombien de continuer à discuter. Cette négociation est suspendue jusqu'à ce que la situation soit éclaircie et ces personnes libérées. C'est la pire crise que connaît le processus de paix depuis qu'il a débuté à La Havane il y a 2 ans, presque jour pour jour. Il y a 2 ans, les FARC se sont engagés à ne plus enlever de civils contre rançon, tout en se réservant le droit de capturer des militaires considérés comme des prisonniers de guerre. La semaine dernière, les guérilleros ont d'ailleurs revendiqué la capture de 2 soldats. En un demi-siècle, la guérilla en Colombie a coûté la vie à près de 220 000 personnes. Place à Mardi Sport à présent et nous recevons Yacouba Dansoko. Yacouba, bonsoir. Bonsoir Albertine. Alors ce mercredi, il y aura sur le continent les derniers matchs des éliminatoires de la CAN 2015 et le Mali joue sa dernière chance de qualification face à l'Algérie. Oui, il faut le dire, les Aigles sont condamnés à l'emporter ce mercredi à partir de 16h au stade du 26 mars de Bamako face au Fennec d'Algérie. On se rappelle lors de la manche allée jouée en septembre dernier au stade de Blida. Ce sont les Algériens qui s'étaient imposés par 1-0. Et cette fois-ci, le Mali est plus que jamais menacé après ces 2 défaites consécutives, notamment lors de la 4e journée à Bamako face à l'Éthiopie et lors de la 5e journée, c'était face à l'équipe malawite, voilà, à Blantyre. Et cette fois-ci, avec 6 points également pour le Malawi, le Mali n'a plus droit à l'erreur. Si toutefois les Aigles veulent être présents en terre équato-guinéenne. Voilà, et pour en savoir plus sur ce match, les joueurs maliens et leurs sélectionneurs sont ici au micro de nos confrères de la télévision malienne. Que notre destin, elle est maintenant entre nos mains. À nous réagir, à nous voir comment. Moi, je pense que le plus important serait donner à cette équipe la confiance qui était vraiment avant, au moment qu'on a fait des bons résultats, au moment que l'équipe fait un parcours intéressant. Je crois que tout le monde sait que la victoire qui nous donnera la qualification, et puis il faut être optimiste et penser qu'on va gagner contre l'Algérie et on va se qualifier. On va faire le maximum, c'est des moments importants dans la carrière d'un joueur. Et des fois il y a des moments, il y a des matchs un peu difficiles, des fois des matchs clés comme ça et qu'il faut répondre présent. Et après, certainement, on aura l'amour et l'amour de la nation. Et ça, quand on joue pour une équipe nationale, c'est ce qu'on cherche. Les leitmotifs, c'est Coupe d'Afrique des Nations. Ces 2 dernières Coupes d'Afrique des Nations, elles ont été pour nous, je veux dire, un rêve. On est arrivé 3e, médaille de bronze, on méritait. Et nous, on voulait durer et prouver que sur le football africain, on a notre carte à jouer. Et c'est à passer par cette Coupe d'Afrique des Nations. Nous, on comprend la déception du public malien, du peuple malien. Mais il faut que le peuple malien comprenne que nous-mêmes, on est encore plus déçus. Parce que chaque match, on veut les gagner. L'Éthiopie, on veut les gagner. Le Malawi, on veut les gagner. Et l'Algérie, on veut le gagner plus que tout. Pour nous, pour nos familles, pour le Mali. Et j'espère qu'on pourra fêter ça tous ensemble. Et parmi nous tous, on rêve de jouer des matchs comme ça, un très gros enjeu, surtout pour le peuple malien et pour notre carrière à nous aussi. Voilà, on a une qualification au bout de ce match, avec une victoire impérative pour espérer aller à la Coupe d'Afrique. Et voilà, aujourd'hui, on va faire tout notre possible pour pouvoir remédier et gagner ce match-là et pour rendre heureux le peuple malien. Et voilà. Alors, Yacouba, dites-nous, quelles sont les affiches programmées pour ce mercredi ?
On va aller rapidement dans le groupe A où il y aura à partir de 17h Soudan-Congo. Voilà, un match très très intéressant, surtout pour nos amis congolais. Et puis il y aura juste après Nigeria, Afrique du Sud. Les Sud-Africains déjà qualifiés vont jouer contre le Nigeria qui n'a toujours pas son ticket validé. Voilà. Et puis dans le groupe B, il y aura donc Éthiopie-Malawi et puis Mali-Algérie. Match prévu à 16h temps universel. Il faut dire que les derniers matchs se jouent au même moment. Dans le groupe C, il y aura donc ce match entre le Burkina Faso et l'Angola. Le Burkina est qualifié. Le Gabon également qualifié jouera contre le Lesotho. À partir de 18h dans le groupe D, il y aura Côte d'Ivoire, Cameroun, RD Congo, Sierra Leone. À partir de 14h temps universel. Groupe E, Ghana, Togo, Guinée, Ouganda. À partir de 16h. Et puis dans le groupe F, la Zambie déjà qualifiée jouera contre le Cap-Vert, également qualifié. On peut dire que c'était un match de gala dans ce groupe F. Et l'autre affiche mettra aux prises le Niger à l'équipe de Mozambique. Et c'est à partir de 16h. Pour terminer à présent avec notamment le groupe G, il faut le dire ainsi, il y aura Sénégal, Botswana et puis Tunisie, Égypte, pas d'enjeu dans ce groupe. On connaît déjà les deux qualifiés. Il s'agit du Sénégal et de la Tunisie. Et bien voilà, alors pour terminer, pour refermer cette page sportive de ce soir, quels sont les prochains rendez-vous sur Africable Télévision? Tout à l'heure, nos téléspectateurs pourront suivre en direct sur Africable Télévision Shoot. C'est à partir de 22h15 et ce mercredi à 20h30. Et vous serez donc en compagnie d'Aminata Mariko dans l'émission Répond. Merci Yacouba Dansoko. Merci Alberti. Et voilà qui se referme, voilà donc avec cet élément du sport que nous refermons cette édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur Africable Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable.